Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence aussi nombreux pour ouvrir ce salon. La première table ronde, ce sera dans quelques instants sur le thème virage domiciliaire. On va y venir avec nos invités. Mais pour ouvrir cette édition 2024 du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile, je vous demande d'accueillir Monsieur le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Monsieur Paul Christophe. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président, cher Alain Bosetti. Je suis salut Monsieur le Président Luc Broussy. Nous étions hier dans une belle séquence également à la Mutualité. Madame la députée, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Olivier Richefou, Mesdames et Messieurs les représentants d'entreprise, alors je suis aussi Madame la vice-présidente de la région, Madame la vice-présidente du département, Mesdames et Messieurs donc, les représentants d'entreprises, d'associations, de fédérations et d'établissements, Mesdames et Messieurs les professionnels du médico-social, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et honoré finalement d'ouvrir le salon des services à la personne, de l'emploi à domicile et de l'innovation pour les seniors. On sait combien l'innovation tient beaucoup de place et j'en suis très heureux. Les services à la personne facilitent le bien vivre à toutes les étapes de la vie. Ils soutiennent, vous le savez, le quotidien des familles et des enfants en bas âge et celui des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ces services sont particulièrement importants pour nos concitoyens âgés ou en situation de handicap. Je tiens, et je le redis, à ce qu'ils puissent choisir de rester chez eux en sécurité et tout en gardant leur dignité. La politique de renforcement du soutien à domicile est au cœur de la création de la 5e branche de la sécurité sociale, branche à laquelle j'ai pris une part active lors de sa création en marge de la loi CADES et autonomie qui était à l'époque discutée à l'Assemblée et au Sénat. Le virage domiciliaire constitue bien sûr une réponse ambitieuse au défi du vieillissement de la population et répond à l'aspiration des personnes à vivre chez elles aussi longtemps que possible. Il ne se limite donc pas à prolonger la vie à domicile, mais vise aussi à garantir sa qualité en s'appuyant sur une approche globale et des solutions concrètes. Pour réussir cette transition, plusieurs levées d'actions ont déjà été mises en œuvre dans le cadre de la stratégie interministérielle Bien vieillir et de la loi du même nom d'avril dernier. Je pense notamment au tarif national plancher pour uniformiser et garantir équitable au service d'aide à domicile, à la nouvelle tarification des services de soins infirmiers, les SIAD, et à la création de places supplémentaires, à la mise en place de 500 centres de ressources territoriaux, les CRT, d'ici 2028, pour renforcer l'accès aux soins, à la prévention et à l'accompagnement des seniors. Mais aussi au déploiement de dotations complémentaires pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers. Et enfin, au lancement de MaPrimeAdapt pour faciliter l'adaptation des logements face au vieillissement et pour les personnes en situation de handicap. L'occasion de rappeler que cette vision est interministérielle. Mais plusieurs défis, vous l'accorderez, restent à relever, comme la valorisation des métiers en question et du rôle des aidants et la nécessaire coordination des acteurs. Sur le financement de l'accompagnement et du soin aux plus âgés et aux personnes en situation de handicap tout d'abord, il nous concerne tous, on en sera d'accord, mais le budget de la branche autonomie a progressé de 10 milliards d'euros depuis sa création. Quand j'entends parler parfois d'une coquille vide, une coquille vide de 42,5 milliards d'euros, c'est une belle coquille vide. Bien sûr, nous en sommes qu'au début, il nous reste encore à faire progresser, mais je tenais à rappeler quand même que depuis sa création, 10 milliards d'euros nouveaux ont été injectés. Le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, pour sortir du jargon 2025, poursuit cette progression et met en avant des priorités stratégiques, comme le renforcement des services à domicile, avec 400 millions d'euros supplémentaires prévus pour le développement des 25 000 nouvelles places en services de soins infirmiers à horizon 2030, et la création de 6 500 équivalents temps plein en EHPAD pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République de 50 000 nouveaux postes à l'horizon 2030. L'horizon, d'ailleurs, ce n'est pas 2025, vous l'aurez compris, c'est 2030. Car le nombre de personnes de plus de 85 ans qui auront besoin d'un soutien et à leur autonomie augmentera considérablement à partir de cette date. Devant toutes ces dépenses nécessaires, la branche autonomie sera en déficit dès l'année prochaine et je travaille avec les parlementaires pour réfléchir à des pistes de financement. Ensuite, nous devons aussi soutenir les professionnels sans lesquels le bien vivre chez soi serait impossible. J'en viens donc à la valorisation des métiers du domicile, puisque notre système de
solidarité ne tiendrait pas sans eux, rappelons-le. 520 000 professionnels interviennent à domicile, dont 90% de femmes. Nous ne ferons progresser notre modèle de solidarité que si nous leur donnons la reconnaissance qu'ils et elles méritent et renforçons l'attractivité de leur métier. En effet, 68% des recrutements sont jugés difficiles dans le secteur de l'intervention sociale et ce taux monte à 85% pour les aides à domicile. Des milliers de postes sont donc durablement vacants, c'est beaucoup trop, et il nous faut redonner au secteur la dynamique nécessaire. Ce manque de personnel a des répercussions directes sur le quotidien des professionnels, mais aussi sur la qualité de l'accompagnement des personnes. Donc pour renforcer l'attractivité de ces métiers, nous avons actionné plusieurs leviers. Les revalorisations salariales dans le cadre du Ségur de la santé et les derniers accords, la Forcade, le soutien financier à la mobilité des salariés de l'aide à domicile, qui dépensent parfois une part importante de leur salaire dans leur déplacement professionnel. La loi de finances de sécurité sociale 2025 prévoit une aide de 100 millions d'euros destinée à accompagner la mobilité de ces personnels. Il y a également l'amélioration des conditions de travail grâce à un budget annuel de 50 millions d'euros confié aux ARS, l'accès à la formation, et j'y tiens, car nous gagnerons à développer une filière d'excellence des métiers du social. Et enfin, le travail sur l'image de ces métiers et leur valorisation au sein de la société. La campagne nationale prendresoin.fr, que vous avez peut-être déjà vu, a donc débuté la semaine dernière. Elle doit nous permettre donc de susciter l'intérêt des jeunes en réflexion sur leur orientation, susciter donc des vocations, mais aussi de nourrir des projets de reconversion. Nous étions dans un EHPAD la semaine dernière pour saluer un ensemble de reconversions offerts à des agents ou même des salariés. Je me souviens des témoignages d'ex-salariés de Monoprix en particulier qui avaient donc fait ce choix de reconversion professionnelle. Mais aussi, vous vous en doutez, de fidéliser donc celles et ceux qui sont déjà engagés dans le prendre soin. Elle aura le mérite de rendre concret dans l'imaginaire collectif des métiers parfois invisibilisés, j'y tenais beaucoup. J'en viens pour finir à la coordination de tous les acteurs pour rendre les accompagnements plus performants. J'entends plus performants pour l'humain, c'est-à-dire plus cohérents et plus adaptés aux besoins et aux demandes des bénéficiaires. Les 10 000 structures qui existent en France proposent à l'heure actuelle une offre éclatée entre l'accompagnement d'un côté et le soin de l'autre. Les démarches sont donc difficiles pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leurs aidants. À la suite d'une large concertation avec les acteurs du domicile, le gouvernement a créé le service autonomie à domicile, les SAD, pour fournir une réponse plus souple, plus coordonnée, dans une logique donc de prise en charge globale des parcours qui respecte le parcours de vie et les choix des personnes. Il nous reste encore à éclaircir certaines questions juridiques et pratiques, je le sais, mais je suis particulièrement attentif aux interrogations du secteur et je reste persuadé que l'intelligence collective nous permettra d'aller au-delà de certaines embûches, car nous avons tous, in fine, l'objectif d'améliorer la vie et le quotidien des personnes concernées. Et cette amélioration, soyons certains, profitera à toute la société. Je dis souvent aux parlementaires, dans cette période de discussion des textes budgétaires, que l'investissement, je dis bien investissement dans notre modèle de protection sociale et dans la branche autonomie, est en réalité un investissement dans notre avenir. Le vieillissement de notre population, en bonne santé, progresse et c'est une réussite collective. Il est le signe d'une amélioration des conditions de vie en France, de services performants et nous devons accompagner cette tendance le mieux possible car aujourd'hui nous sommes à un tournant, celui de transformer notre système d'accompagnement des personnes chez elles en respectant leur bien-être et leur choix. Ce tournant demande certes des investissements ambitieux, nous venons de le rappeler, mais surtout une reconnaissance accrue des métiers et une véritable mobilisation collective. Je le dis souvent quand on m'interroge sur les politiques de mon portefeuille ministériel, on ne peut pas réfléchir qu'en termes de moyens financiers, car les enjeux sont avant tout humains et organisationnels. Je sais que la Silver Economy l'a très bien perçu et je vous remercie pour votre présence à nos côtés. Je vous remercie pour l'organisation de ce salon qui contribue lui aussi à mettre en avant les métiers de l'accompagnement à domicile et merci pour l'organisation des tables rondes qui vont suivre. Je vois que vous êtes déjà prêts dans les starting blocks. Elles sont l'exemple type de ce dont nous avons besoin pour nourrir la participation collective dont je parlais. Donc merci de votre investissement aux côtés de cette belle politique ambitieuse qui doit tous nous rassembler. Merci à tous et bon salon.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les hommes et les femmes. Merci d'avoir inauguré cette nouvelle édition 2024 du Salon des services à la personne. Merci pour les informations que vous nous avez données autour, bien sûr, du bien vieillir, autour de la valorisation des métiers, des services à la personne et du financement également, aspect très important. De tout cela, nous allons en parler tout de suite, si vous le voulez bien, dans cette première table ronde thématisée virage domiciliaire. Quelle perspective pour les acteurs du domicile? Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la manière dont nous pouvons permettre aux personnes âgées de vivre chez elles le plus longtemps possible. Ce concept de virage domiciliaire est essentiel à la création de la 5e branche de la sécurité sociale. Le ministre en parlait il y a quelques instants. Nous allons aborder les actions nécessaires pour réussir cette évolution tant attendue en évoquant les orientations du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025 et du projet de loi de finances 2025, le financement de l'aide et des soins à domicile ainsi que la valorisation des métiers et l'accompagnement des aidants. Où en sommes-nous actuellement? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Nous accueillons aujourd'hui Armelle Tilly, vice-présidente des Solidarités et des Affaires sociales du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Avec nous également Julie Lotel-Deloum, présidente du service de prévention et de santé au travail national et présidente statutaire et du dialogue social de la Fédération des particuliers employeurs de France. Merci madame d'être avec nous également. Avec nous, présent également Rémus Diaconescu, je ne sais pas si je prononce bien, ça va, tout va bien? Vous êtes président de la commission autonomie à la Fédération des services à la personne et de proximité. Hugues Vidor, directeur général de l'ADEDOM, la Fédération du domicile, et président de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Merci également d'être avec nous. Et enfin, Arnaud Flancard, sous-directeur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées à la Direction générale de la cohésion sociale. Merci beaucoup à tous les 5 de participer à cette table ronde, donc légèrement écourtée d'une dizaine de minutes, on va dire, par le ministre, mais c'était important de l'avoir. Alors, je le disais, cette table ronde est intitulée « Virage domiciliaire ». Arnaud Flancard, pour commencer avec vous, je crois que c'est un terme qui, je dirais pas qu'il ne vous plaît pas, mais voilà, c'est pas votre tasse de thé, en tout cas, le terme « virage domiciliaire ». Oui, bonjour à toutes et tous, merci pour cette invitation. En effet, je ne souhaite pas forcément parler de virage domiciliaire. En tout cas, s'il y a un virage, c'est plutôt une inflexion qu'un virage à 180 degrés, puisqu'aujourd'hui, les gens vivent déjà majoritairement à domicile et vieillissent déjà majoritairement à domicile. Alors, il est sûr que face aux projections démographiques, on sait que dans les 15-20 prochaines années, les gens vivront encore plus à domicile et qu'on aura un niveau de prise en charge en institution qui proportionnellement sera moins important qu'aujourd'hui chez les personnes les plus âgées, notamment chez les personnes de plus de 85 ans, et donc on vivra plus longtemps à domicile qu'en établissement. En tout cas, ce n'est pas une transformation profonde, ce n'est pas une révolution à laquelle on assiste, c'est plutôt à une inflexion. Le curseur va un peu bouger, mais on ne fait pas un virage à 180 degrés. Alors, Monsieur Vidor, Hugues Vidor, j'ai envie de vous demander quels sont selon vous les objectifs justement principaux de ce, alors on va quand même garder le terme, hein, désolé Arnaud Flancard, mais de virage domiciliaire, maintien à domicile. Pourquoi est-ce qu'il est crucial aujourd'hui pour l'avenir des personnes âgées en France? Bonjour, merci de votre invitation. D'abord, faut le constater, hein, on répète les enquêtes pratiquement tous les ans. Et tous les ans, on a à peu près le même résultat. Si on demande dans cette salle qui a envie de rester chez soi à domicile en vieillissant, pratiquement, on aura 95% des réponses favorables. Pourquoi? Parce que finalement, c'est le respect de l'intimité, c'est le respect de l'identité, c'est la capacité de continuer à vivre comme avant, de garder des relations, qu'elles soient familiales, conviviales. Donc, c'est important de le souligner. Deuxième élément, c'est que on n'est pas prêt. C'est-à-dire que ça soit le virage domiciliaire ou que ça soit le mur démographique, les deux notions peuvent être de pair. On n'est pas prêt. On sait que pour 2030, on va avoir une augmentation très, très importante des plus de 80, des plus de 85 ans. Et aujourd'hui, notre système qui est déjà à bout de souffle n'est pas préparé à ce grand changement. Donc ça, c'est un premier point, même si, et le ministre l'a rappelé, on peut citer quelques éléments, et notamment le service autonomie. Troisième élément, je pense qu'il faut le dire, il faut garder cet esprit de libre accès. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir droit, c'est-à-dire qu'on est sur les principes de la sécurité sociale, chacun selon ses besoins
doit avoir des réponses en fonction de ses besoins, non pas en fonction de ses moyens. Et c'est bien pour ça que, en tout cas à Dedom, on est très fervent de cette idée que la solidarité nationale doit continuer à être à l'origine du financement de la perte d'autonomie en France. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, les plus riches auront accès, les autres n'auront pas accès. Donc, on est extrêmement attachés. Enfin, pour nuancer un peu le propos, il ne faut pas qu'on reste sur une solution binaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le domicile, l'établissement. Aujourd'hui, on voit se déployer toute une série d'habitats inclusifs, d'habitats communautaires, d'habitats partagés, d'habitats intergénérationnels, avec des formules juridiques différentes, mais qui manifestent au fond la volonté des Français d'avoir un choix qui soit beaucoup plus éclaté, avec des solutions qui correspondent à ces attentes. Et on a une génération aujourd'hui qui va être de plus en plus exigeante par rapport à son choix de vie future. Vous avez évoqué, Hugues Vidor, la sécurité sociale. Le ministre a parlé aussi de la 5e branche de la sécurité sociale qui est née en mai 2022, je crois. Est-ce qu'elle contribue à faciliter justement ce virage domiciliaire, cette création? Bien sûr, et le ministre l'a rappelé, il y a une évolution sensible en termes de financement. On a parlé de 10 milliards. Donc en plus, on est sur sur une assiette qui est la contribution sociale généralisée, donc qui est une assiette dynamique. Donc on peut penser qu'il y a une évolution. Reste que, pour nous, ce n'est pas suffisant. On sait qu'il faut, il y a des rapports, notamment le dernier rapport du Conseil économique et social, indique qu'il faut environ 15 milliards de plus sur 2030. Donc on n'y est pas. C'est pour ça que nous, on propose qu'il y ait un vrai débat national autour du sujet, un débat que nous repoussons, puisque en fait, il y a eu toute une série de promesses. Je veux parler des promesses de différents présidents de la République, dont celui d'aujourd'hui, Emmanuel Macron, et on attend toujours cette fameuse loi qui doit fixer un cap, qui doit fixer une ambition et qui doit fixer un financement, et elle n'est pas là. Bon, on reviendra sur le financement avec vous dans quelques minutes. Armelle Tilly, je le disais, vous êtes vice-présidente des solidarités et des affaires sociales du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et justement, dans le département des Hauts-de-Seine, vous avez mis en place des choses très concrètes, justement, dans le cadre du virage domiciliaire. Oui, merci, bonjour à tous. Effectivement, un département, on est sur le terrain, il y a des besoins. Nous, ça fait depuis déjà plus de 10 ans qu'on est en train de s'organiser. Alors, notre organisation était toute simple et très pragmatique. Nous avons décidé de mutualiser avec le département des Yvelines. On s'est dit, on a de très bonnes expertises les uns les autres pour franchir ce cap, ce mur dont tout le monde connaît. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on nous dit, vous allez voir, en 2020, en 2030, nous sommes en plein dedans. Donc on a commencé, nous, cette démarche de mutualisation, de rapprochement des services pour vraiment s'apporter mutuellement. Donc on a créé le premier GIP, le premier groupement d'intérêt public de cette agence interdépartementale de l'autonomie. Pour être très simple, parce que j'ai pas beaucoup de temps, cette agence est organisée sur 3 axes. 1, les bénéficiaires et les aidants, parce qu'on s'adresse à qui? Aux personnes âgées, bien évidemment. Ensuite, le deuxième axe, on va s'intéresser... Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende. Oui, pardon. Oui, là, c'est mieux. C'est mieux, ouais. Merci. Ouais. Et donc, le deuxième axe va être nos partenaires, les SAD, qui sont des ressources incroyables. Donc, on a le ministre il y a quelques minutes. Voilà. Donc, le CEPOM, nous avons passé des CEPOM avec nos SAD. Dans le département des Yvelines, j'ai 55 SAD qui ont accepté, donc qui sont embarqués avec nous. Et donc, ce qui nous permet de structurer, coordonner, structurer l'offre, etc. Donc, nous travaillons à la fusion des soins, notamment SAD, SIAD. Et donc là, nous avons déjà 14 qui sont embarqués avec nous et nous les accompagnons. C'est le CEPOM. Je vous aide, vous m'aidez et on travaille ensemble. On a un objectif et on y va. Donc ça, c'est le deuxième axe, c'est vraiment travailler avec les SAD et les partenaires. Et un troisième axe qui est inévitable, qui est celui de l'attractivité des métiers. On ne peut pas avoir de beaux projets si derrière on n'a pas mobilisé effectivement avec des axes clairs comment aller donner envie et de travailler sur le QPV, etc. Donc nous avons au sein de notre agence un cabinet RH notamment qui va aider aussi à la recherche. Nous avons sur l'ensemble des Hauts-de-Seine et des Yvelines des pôles d'orientation, des formations pendant 6 jours. Et alors qui mieux qu'un département pour aller aussi piocher dans notre réserve des RSA puisque nous avons la mission. Et donc, nous rencontrons très souvent dans les villes, très dernièrement à Nanterre, par exemple, nous avons fait un forum où nous avons pu exploiter notre listing et faire venir ceux qui ont une appétence pour ces métiers-là. Donc, tout ça, c'est les 3 axes. Nous avons créé la première plateforme interdépartementale d'autonomie qui s'appelle Mon Espace Autonomie. C'est un espace numérique. Alors, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, répondre à ce défi, on a toujours fait de la coordination, vous l'avez tous entendu. Depuis 20 ans, on fait toute la coordination, mais on y a rajouté quelque chose de nouveau, c'est l'innovation. On ne peut pas, sur ce secteur du vieillissement, ne pas incorporer immédiatement l'innovation, les numériques, l'intelligence artificielle.
Et donc, l'objectif, c'est d'outiller tous nos partenaires avec notamment cette plateforme. Et donc, c'est le bénéficiaire qui va donner en fait les droits à l'aidant, aux médecins, à l'aide à domicile, de pouvoir accéder à ces données. Et donc, nous travaillons notamment avec Hippocad et La Poste sur cet outil numérique qui va vraiment faciliter la vie, le parcours. Combien de données nous avons que nous n'exploitons pas et qui, malheureusement, quelquefois font des fractures dans le parcours de vie. Donc voilà, très brièvement, j'ai vraiment concentré, mais je pourrais apporter plus de réponses. Merci. On développera si vous le voulez bien. Voilà, vous pouvez applaudir si vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas, Armelle Tilly, bien sûr. Alors, bien vieillir à domicile, c'est une notion qui nécessite de mettre le bénéficiaire au centre de la décision. Et ça, c'est un sujet, je crois, Julie Lautel, qui vous tient particulièrement à cœur avec le service de prévention et de santé au travail national. Oui, merci. Effectivement, donc, pour la Fédération des particuliers employeurs, la FEPEM, Le libre choix et surtout remettre au centre le bénéficiaire est un élément qui est absolument fondamental et sur lequel nous travaillons au quotidien avec les partenaires sociaux, puisque l'objectif est de permettre justement à ces bénéficiaires d'avoir un réel choix. Donc, qui dit réel choix dit tout d'abord de permettre d'améliorer l'attractivité de nos métiers. Donc, nous œuvrons au quotidien pour... Alors, on a parlé tout à l'heure de renégociation salariale, mais également nous travaillons sur la formation professionnelle et puis sur la santé au travail qui va pouvoir s'ouvrir dès janvier 2025, justement, avec le service de prévention et santé au travail. Et donc tout ce travail qui est fait avec les partenaires sociaux, je vous parlais de formation professionnelle, on a réussi à faire partir 120 000 départs en formation donc sur l'année 2023. Et donc ce travail est tout à fait possible et mené au quotidien, mais encore faut-il que les pouvoirs publics nous accompagnent car nous ne pouvons pas tout faire tout seuls. Et donc sur cette garantie de libre choix, je crois que monsieur le disait, il faut que ce libre choix soit effectif et que ce ne soit pas un choix qui soit justement imposé un peu par un choix de portefeuille. Et donc nous sollicitons et nous demandons notamment au pouvoir public d'assurer une vraie solvabilisation équitable, ou en tout cas qu'il n'y ait pas une inéquité pour l'emploi direct, qui est donc l'emploi que nous promouvons avec la Fédération des particuliers employeurs. Et pour faire le lien avec ce que vous disiez, puisqu'on parle effectivement beaucoup de coordination, donc c'est vrai que nous avons cette formation sur laquelle nous appuyons avec ces départs nombreux. Nous comprenons également qu'il faut assurer un parcours de soins linéaire sans à-coups ni fracture. Et donc aujourd'hui, nous portons un projet de loi qui est un projet de loi transpartisane avec justement la sénatrice Madame Deveza, où nous promouvons ce qui pourrait être les RAVI prérequis, donc les relais d'assistants de vie, qui est donc maintenant un modèle qui est arrivé à maturité, qui a été mis en place en 2007, où justement les professionnels qui arriveraient dans ce RAVI auraient une formation initiale pour pouvoir ensuite prétendre à pouvoir travailler auprès des particuliers employeurs et des bénéficiaires, et ce qui permettrait justement d'assurer cette formation en amont et de permettre aussi de garantir une qualité et une reconnaissance de la qualité du travail réalisé par nos salariés. Et il y a vraiment besoin de reconnaissance aujourd'hui. Je crois qu'on peut le dire justement dans le cadre de cette valorisation des métiers. Comment est-ce que vous comptez les valoriser ? Je me tourne vers vous, Remus Diaconescu. Vous êtes, je le rappelle, président de la commission autonomie à la FEDESAP, la Fédération des services à la personne de proximité. Comment est-ce qu'on peut valoriser aujourd'hui les métiers du secteur de l'aide à domicile, justement pour attirer des professionnels qualifiés ? Alors, bonjour et merci également pour l'invitation. La valorisation des métiers est un sujet clé à la FEDESAP et au sein de nos métiers de manière générale parce que moi, personnellement, j'ai commencé dans ce secteur en 2008, en l'occurrence. Et en 2008, lorsqu'on passait une annonce d'emploi, ma seule crainte, c'était de savoir combien de temps j'allais passer à trier les CV parce qu'on en avait plein. Et aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. En fait, on passe une annonce et en fait, on espère avoir quelques candidats pour pouvoir mettre en place les demandes qui nous sont faites par nos partenaires. Et donc, il y a eu un changement d'époque pendant toutes ces années, sur les 16 ans, moi, que j'ai passé dans les services à la personne. Et donc, mécaniquement, on en vient aujourd'hui à beaucoup parler de valorisation et notamment au sein de la FEDESAP. Alors, pour moi, la valorisation a plusieurs axes. Le premier axe, c'est un axe de rémunération, parce que personne ne travaille pour la gloire, et il ne faut pas oublier que les métiers de l'aide à domicile, ce sont des métiers difficiles. On va d'un bénéficiaire chez un autre bénéficiaire, et parfois chez 4-5 personnes dans la journée.
on a des temps de trajet, on a des transports, on vit au quotidien auprès de personnes qui sont dans des situations difficiles, de souffrance, de maladie, et donc c'est absolument pas simple. Il y a beaucoup de contraintes dans ce métier, et malheureusement, ce sont des métiers qui sont trop peu valorisés parce que les financements dont nous disposons ne nous permettent pas, en fait, d'avoir des rémunérations dignes de ce nom. Le deuxième axe qui est très important, c'est la communication. Dans mon entourage proche, et je partage une expérience, les gens ne savent pas forcément ce qu'est une auxiliaire de vie. On sait ce que c'est une femme de ménage, on sait ce que c'est une infirmière, mais l'auxiliaire de vie, qui est un petit peu à la frontière des deux métiers, est encore un métier qui est assez peu connu. Comment vous le définiriez justement ? Je le définis comme quelqu'un d'essentiel au maintien à domicile. Et on l'a vu notamment pendant le Covid. Tous nos professionnels dans toutes les associations, dans toutes les entreprises se sont mobilisés. Et c'est certainement ce qui a permis au système de santé de tenir la route parce qu'on a pu maintenir les gens au domicile. Donc ce sont des personnes clés et malheureusement, on ne communique pas suffisamment sur ces métiers. On regrette par exemple que la campagne de communication qui a été lancée par le gouvernement il y a à peu près 2 ans, me semble-t-il, a été centrée uniquement sur les métiers du soin. On a besoin en fait de campagnes de communication semblables qui coûtent effectivement cher, mais qui permettent de mettre en lumière ces formidables métiers qui ont une utilité sociale incroyable, dont on ne parle pas suffisamment et pour lesquels on œuvre au quotidien pour améliorer la rémunération. Ça, c'est une piste. Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour valoriser justement ces métiers ? Je ne sais pas, peut-être je me tourne vers vous, Arnaud Flancard, à la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Vous avez peut-être des idées aussi, un dispositif qui est mis en place ? Oui, quelques éléments. Alors bien sûr, il y a cette campagne de communication sur la valorisation, l'attractivité des métiers. Il y a eu des mesures de reconnaissance, la carte professionnelle, le fonds mobilité qu'a évoqué le ministre, qui ont été des mesures phares de la loi Bien vieillir du 8 avril dernier. Bien entendu, des mesures de revalorisation salariale. On parle sur les chiffres d'environ 15%, ça dépend des métiers, etc., des professionnels, mais sur les dernières années. Donc c'est quand même des reconnaissances qui sont assez majeures. Et puis peut-être aussi une mesure, puisqu'on parle du soin, on parle de l'humain, c'est aussi donner du temps à la relation. Et ça, je pense que c'est un élément important dans la stratégie Bien vieillir, qui est mis en place à partir de 2024. 2 heures de lien social supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a le plan d'aide habituel de l'APA pour du ménage, pour accompagner au repas, mais finalement on est souvent dans une relation transactionnelle entre la personne qui intervient à domicile et la personne qui reste à domicile, et toujours pris dans la course, devoir aller chez la personne suivante, etc., comme vous expliquiez tout à l'heure. Et donc 2 heures de lien social supplémentaire par semaine pour les personnes qui sont isolées à domicile ont été mises en place sur évaluation, donc des équipes médico-sociales des départements, la possibilité, donc jusqu'à 9 heures par mois, ce qui est quand même assez important, de pouvoir avoir une autre type de relation entre la personne qui intervient à domicile et la personne qui est accompagnée, aidée. Ça permet de lutter contre l'isolement, donc c'est un facteur du bien vieillir dans de bonnes conditions à domicile, mais c'est aussi une façon de faire évoluer le métier, de reconnaître le métier, de reconnaître qu'on n'est pas seulement dans une relation transactionnelle, mais aussi dans une relation humaine, et de pouvoir échanger. Et donc je pense que c'est une mesure qui bénéficie à la fois à la personne accompagnée, mais aussi à la personne qui intervient. Alors je sais qu'ils sont en général nombreux, les professionnels des services à la personne, ici des auxiliaires de vie, les différents métiers sont largement représentés, j'imagine pas mal aussi dans cette salle. Vous, Julie Letel, vous êtes vraiment au centre, vous faites le lien, hein, comme vous, Rémus d'ailleurs, entre les bénéficiaires et les professionnels. Ce lien est essentiel aujourd'hui, est important. Comment vous travaillez ? Ce lien est essentiel, et donc je rebondis sur votre phrase d'accroche qui était sur le virage domiciliaire. J'ai envie de dire, le virage, nous, on n'y est pas, puisque nous avons toujours été dans le domicile, puisque effectivement on est vraiment sur une relation très particulière, directement entre un employeur et un particulier employeur. L'employeur définissant vraiment sur mesure les besoins dont il va solliciter, et puis en face un salarié qui en direct aussi va pouvoir choisir son employeur et définir avec lui quelles seront les meilleures conditions et les meilleures modalités pour pouvoir y répondre. On parle de rémunération
dans nos métiers à nous, donc sur l'emploi direct, on est sur des rémunérations qui sont, grâce justement au dialogue dynamique et constructif avec les partenaires sociaux, de minimum 3% au-dessus du SMIC et 7% pour les assistantes maternelles. Donc vraiment, cette notion d'attractivité et de faire venir les gens chez nous est essentielle. J'ai envie de vous dire, une fois qu'ils sont arrivés sur l'emploi direct, nous avons des salariés qui vont continuer leur vie professionnelle. On a une ancienneté moyenne qui est de 7 ans avec chaque particulier employeur, ce qui est extrêmement long quand on fait une comparaison avec les éléments privés. Ensuite, bien sûr, il faut travailler sur cette attractivité. Monsieur le disait, on sait qu'à horizon 2030, ce sont 800 000 postes qu'il va falloir pourvoir pour justement permettre de faire face au vieillissement de la population. Et comme vous le disiez, 92%, j'ai envie de dire 92% minimum, des personnes qui sont interrogées souhaitent vivre chez elles. Donc voilà, on travaille sur cette attractivité, on parle de rémunération, on a parlé tout à l'heure de santé au travail, on a aussi mis en place des indemnités de départ à la retraite, et puis nous travaillons aussi, on a mis en place les ASC, les actions culturelles et sociales, avec comme un CSE, si on parle un petit peu grossièrement, qui serait presque le CSE le plus grand de France, pour justement permettre à ces salariés de venir et faire ce lien de confiance vraiment assez exceptionnel entre un salarié et un particulier en direct, qui vont définir ensemble, sur mesure, la relation contractuelle. Alors la partie financière est essentielle, on va y venir avec vous, Hugues Widor, dans un instant, avec vous aussi peut-être Armelle Tilly, parce que vous êtes au sein même d'un département, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais peut-être est-ce qu'on peut compléter cette attractivité avec vous, Rémus, à savoir comment on peut faire aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, on manque les salaires ne sont pas à la valeur, ne correspondent pas à la valeur des personnels. Comment on peut faire pour améliorer l'attractivité aujourd'hui ? Alors, je me permets juste un petit commentaire pour rebondir sur ce que vous avez dit. Nous, à la FEDESAP, on loue l'effort qui a été fait pour le déploiement des heures de lien social. C'est une super idée. Effectivement, c'est inscrit dans la loi, mais permettez-moi juste de vous signaler qu'il y a très peu de départements qui l'appliquent. Et donc, c'est un des problèmes de notre secteur, c'est que il peut y avoir parfois des impulsions qui sont très bonnes, qui sont pertinentes et qui se confrontent à, je dirais, soit des difficultés techniques, soit à des problématiques de mise en place. Et aujourd'hui, mon témoignage personnel de la structure que je dirige, qui est présente sur 15 départements, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui applique le dispositif des heures de lien social. Pas un seul. Donc je pourrais vous les donner si vous le souhaitez. Pour des difficultés, encore une fois, techniques, je pense qu'il n'y a pas de problème de fond, mais tout ça pour vous dire que parfois il peut y avoir une intention et qui malheureusement dans la mise en pratique ne se transforme pas correctement. Alors pour en revenir à votre question, et pardonnez-moi pour l'écart, mais il me semblait important. Non, mais l'écart est important et Armelle Tilly a réagi, donc on lui donnera la parole. À moins que vous lirez. Non, finissez, puis je vous donne la parole juste après. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Concrètement, le sujet des services autonomie, je trouve que c'est une très bonne réponse au problème de l'attractivité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans nos structures, qu'est-ce qui se passe ? On fait le métier d'auxiliaire de vie, et puis après, quelle est notre promesse employeur, finalement, vis-à-vis d'une auxiliaire de vie ? Passer au bureau, faire responsable de secteur, responsable d'agence, c'est tout à fait possible. Mais il y a à peu près 10% de postes administratifs versus 90% de postes sur le terrain. Donc, les possibilités d'évolution sont assez faibles. Dans le cadre demain d'un rapprochement avec le soin, là, on a une vraie promesse employeur. Une vraie promesse employeur qui consiste à proposer aux auxiliaires de vie d'avoir une suite de carrière tout à fait logique dans le soin en tant qu'aide-soignante. Et pourquoi pas, si on se laisse un petit peu rêver, être infirmière peut-être dans un deuxième temps. Et ça nous permet de construire des vrais parcours de carrière avec des vraies revalorisations également salariales en conséquence. Et l'autre point sur lequel on peut travailler, c'est la formation. Moi, au sein de la structure que je dirige, j'ai un centre de formation. On permet aux personnes de se spécialiser. On intervient, par exemple, notamment sur le 92, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Fonds FNAS en soins palliatifs. Pour ça, on forme les gens. Et quand on forme les gens, ensuite, on rémunère mieux parce que la compétence, mécaniquement, doit être rétribuée également.
Voilà, et pour rebondir sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, à savoir que les départements ne suivaient pas forcément. Contre-exemple, tout de suite avec vous, Armelle Tilly, justement, dans les Hauts-de-Seine. Oui. J'entends parfaitement ce que vous dites. Effectivement, il y a eu ce dispositif qui a été mis en place de visite à domicile. Nous, dans les Yvelines et Hauts-de-Seine, on a très bien vu effectivement qu'il fallait lutter contre l'isolement. C'était vraiment un fléau extrêmement important. Et les deux présidents, donc Georges Siffredi et Pierre Bédier, ont accepté un dispositif qui s'appelle OIS pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Ce sont donc des jeunes que nous recrutons et qui vont au domicile des personnes âgées. Ils sont payés comme au SMIC. Ça coûte 450 000 euros pour le département des Hauts-de-Seine. C'est 1500 alto-séquanais qui ont eu la chance d'avoir ces visites. Et nous allons continuer ces visites à domicile. Alors, et c'est là que je vous disais que nous étions en partenariat avec notamment les SAD, qui sont la clé de voûte. Et donc, c'est eux qui vont les accompagner la première fois au domicile, ainsi que les CCAS. Car on embarque avec nous, bien évidemment, toutes les villes. Et je peux vous dire que sur les 36 communes, j'en ai aujourd'hui 28 qui ont ce dispositif qu'on appelle OIS, avec ces jeunes qui vont au domicile. Et c'était important aussi de financer comme le SMIC, et donc nous faisons un repérage sur ces jeunes aussi, puisqu'on les forme pendant plusieurs heures avant d'aller rencontrer les personnes âgées, et on peut remarquer qu'il y en a certains qui ont une appétence. Et donc c'est tout le travail que nous avons avec notre pôle d'orientation, notamment de repérer toutes ces personnes. Donc on est assez pragmatique, j'ai envie de dire. La deuxième question, donc, vous disiez sur l'attractivité des métiers, qui est un vrai gros sujet qu'on ne peut surtout pas laisser de côté. Et donc, nous travaillons très en lien avec toutes les fédérations. Et nous, en ce qui concerne, et avec l'État, bien évidemment, donc nous avons été labellisés la plateforme des métiers. Donc, ce qui nous a permis effectivement d'avoir plus de 3 millions d'euros, je crois, pour réorganiser un peu le secteur. Et donc, tout ça, c'est un travail partenarial. Et on ne pourra pas seul, comme on a peut-être fait il y a quelques années, travailler en silo. Il faut vraiment qu'il y ait cette transversalité. Je vous parlais de ma plateforme, mon espace autonomie. Nous y avons intégré ma boussole aidant, qui est un très bon vecteur, notamment d'information, alors que nous allons enrichir. Et c'est tout ce travail, je dirais, de l'innovation. C'est-à-dire que nos services aujourd'hui doivent être très en phase avec le numérique. Comment on travaille ces interopérabilités entre les données que nous avons, les données de l'État, et notamment sur le DUI, le dossier unique d'information des données de santé. Parce qu'on ne pourra pas suivre un parcours d'une personne âgée si nous n'avons pas, bien évidemment, le suivi de cette personne. Donc voilà un petit peu, nous en tout cas, on est sur le terrain. Donc moi je vous parle de quelque chose de très pragmatique. Mais il est vrai que nous avons malgré tout une question, c'est que les départements financent, on fait ces choix, donc des orientations, des fléchages. Mais il faut bien évidemment, nous attendons avec beaucoup d'impatience le résultat du PLFSS pour savoir quels seront nos budgets, car nous ne pourrons pas assumer de façon généralisée si nous n'avons pas les budgets qui vont répondre à ces besoins. Et ça tombe bien parce qu'on va en parler avec Hugues Vidor. Il y a aussi un service expérimental qui est le SPDA. On en dira peut-être un mot avec vous, Arnaud Flancard, dans un instant. Mais effectivement, Hugues Vidor, les orientations du PLFSS, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et aussi le PLF 2025, quelles sont leurs principales orientations et est-ce qu'elles vont avoir un impact sur justement l'aide à domicile? D'abord, il faut revenir sur le contexte dans lequel on se situe. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est quand même assez dramatique, il faut le dire. Si on prend au niveau d'ADEDOM ou sur la branche de l'aide et du soin à domicile, on a plus de 60% des entreprises associatives, je dis bien, qui sont en difficulté. 60%. C'est-à-dire que le problème, c'est la reconnaissance du coût de revient, qui est lié à plusieurs phénomènes. On l'a dit, c'est la difficulté d'appliquer localement des accords nationaux. C'est ce qui se passe, par exemple, sur l'avenant 43, qui avait permis une augmentation, à l'époque, en 2021, de plus de 15% des rémunérations. Il y a encore certains départements qui ne l'appliquent pas. Et donc ça, c'est un vrai problème, même en termes de promesses sociétales. C'est-à-dire qu'on a là eu un engagement de l'État, avec l'engagement de l'ADF et des partenaires sociaux, il n'est pas appliqué, et je pense, désolé madame, mais dans les Hauts-de-Seine, c'est le cas. Voilà. Et donc ça nous pose d'énormes problèmes, parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est le bénéficiaire qui doit payer cette partie-là. Et c'est absolument antinomique avec notre propre logique, qui est que l'accès au droit, il est pour tous. Et là, on a un vrai problème. Deuxième sujet, c'est le fait que, et ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les dispositifs qui ont été prévus dans le cadre de la CNSA ne sont pas appliqués de la même manière sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a eu la réforme du tarif plancher, qui a permis quand même un tout petit peu d'avancer sur le sujet.
N'empêche que sur la dotation qualité, sur les heures de convivialité ou sur d'autres sujets, il y a des différences qui sont incroyables entre les départements encore aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on vieillit mieux à certains endroits qu'à d'autres, ou en tout cas, il y a une meilleure prise en charge, ce qui est un problème. Troisième élément, et vous l'avez souligné, et je suis complètement en accord avec vous, c'est-à-dire que les départements aujourd'hui sont dans des difficultés financières. Les droits de mutation sont en diminution. On a déjà, sur 2024, des départements, et cette fois je vais prendre la Mayenne, qui ont dit que sur l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, eh ben, on ne financerait plus. Parce qu'il n'y avait plus suffisamment de budget. Vrai problème. Donc on est dans ce contexte. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a un PLFSS et un PLF. Le PLFSS, on se le rappelle, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le ministre en a parlé, engagement important, autour de 42,5 milliards, qui est dans la continuité, on va dire. Il n'y a pas de révolution sur 2025, on est dans la continuité, ce qui faisait en 2024. Et on n'est pas dans les révolutions pour des questions politiques, mais en même temps, aujourd'hui, on a l'horizon 2030 qui arrive. Et donc, on ne se prépare pas suffisamment. Si on prend le domicile, impact du domicile, il n'y a pratiquement rien. C'est-à-dire que tout est fléché plutôt sur les EHPAD, sur le handicap, ce qui nous va bien aussi, hein, avec les 50 000 solutions qui sont proposées pour accompagner les services d'aide qui s'occupent des personnes en situation de handicap. On espère simplement que les SAD-PH, pour être clair, puissent en bénéficier, ce qui n'est pas tout à fait clair aujourd'hui, donc on a besoin d'avancer sur ce sujet. Sur le PLF maintenant, parce qu'il y a le PLFSS, mais il y a le PLF. Et le PLF est presque plus inquiétant que le PLFSS. Le PLFSS, on reste sur la continuité. Le PLF, on a d'énormes inquiétudes. 3 registres. Je rappelle que l'économie souhaitée au départ par le gouvernement, c'est 41 milliards. 41 milliards. Sur ces 41 milliards, il y en a un certain nombre, de façon indirecte, qui pèsent sur l'aide à domicile. L'emploi, il y a 3 milliards environ de moins sur l'emploi. Ça veut dire la suppression d'aide à l'insertion, ça veut dire des suppressions d'accompagnement. Par exemple, les PEC, parcours emploi compétences, diminués à 17 000. Je pourrais citer un certain nombre d'exemples. Deuxième élément, les financements des collectivités territoriales. Collectivités territoriales, au début, on part de moins 5 milliards. Moins 5 milliards. Dedans, évidemment, il y a les conseils départementaux. Comment feront et feraient les départements s'il y avait une coupe de cet ordre-là de 5 milliards, sachant que sur les départements, c'est 60% par exemple de l'APA qui est prise en charge. Comment on fait? Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, François Sauvadet, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'ADF qui nous a indiqué à Angers que si on allait dans cette direction, 80% des départements en 2025 ne pourraient pas assurer leur fonction. Donc l'impact sur l'aide à domicile, qui fait partie des politiques sociales. Il n'y a pas que, hein. Il y a aussi le RSA, il y a aussi tout ce qui concerne l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et j'en passe. Mais il y a quand même le domicile et l'ensemble des politiques sociales auprès des personnes. Elle est largement menacée. Alors on voit les débats, mais j'insiste pas sur les débats parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va en sortir, mais on serait plutôt sur environ 2 milliards qui finalement seraient supprimés. Mais c'est une inquiétude mais majeur pour le domicile, parce qu'on pourrait avoir une sorte de plan social gigantesque en France qui passerait presque inaperçu. Pourquoi? Parce que nous, dans notre milieu associatif, vous pouvez avoir des structures, la plus grande qui est à Adedom, c'est plus de 1800 salariés, donc celle-là, ça ferait un peu de bruit, mais vous en avez qui ont 50, voire dans les centres de santé infirmiers, ça peut être 9 salariés. Bon, voilà, il y a eu dans un département un certain nombre de structures qui ont fermé. Bon, on ne fait pas trop attention. Ce n'est pas un plan social comme Michelin, donc on n'en parle pas forcément. Mais n'empêche que ce serait ça. Et ce serait en termes d'emploi, un risque de suppression d'emploi sur 228 000 salariés au niveau de la branche qui peut être absolument gigantesque. Dernier point, qui est aussi une menace, c'est la diminution des exos de charges des cotisations sociales patronales pour les salariés au niveau du SMIC, qui fait que, qu'est-ce qui fait l'employeur aujourd'hui? S'il n'a plus cette compensation, il a 2 solutions. Soit il augmente le tarif et il demande aux bénéficiaires de payer, là encore, ou alors il se met en chômage partiel. Donc on a, et là on s'est mobilisé, et là on a fait une action, je dois le dire, tout à fait intéressante avec le MEDEF, avec la CPME et avec l'UDP et la FNSEA, pour dire, en tant qu'employeur,
attention, gouvernement, parce que si vous faites ça, ça risque de se retourner contre vous justement en termes d'emploi. Parce que ces employeurs au niveau local qui embauchent des salariés au niveau du SMIC ou un peu plus que le SMIC n'auront pas les moyens de compenser cette surcharge. On a des pistes, je termine par là, des pistes d'espoir, en tout cas pour le domaine du domicile. C'est l'idée et ça a été repris par l'Assemblée nationale sur un amendement de Mme Firmin-Lebaudot, qu'il y ait une diminution de la taxe sur les salaires pour les métiers en particulier du domicile, pour donner un petit peu d'oxygène. Et aujourd'hui, on en a largement besoin. C'est dommage que Paul Christophe ne soit pas resté avec nous. Il aurait pu effectivement réagir à vos propos, mais peut-être les uns les autres, vous voulez le faire. Arnaud Flancard, par exemple, et Julie Letel ensuite. Réagir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le SPDA, et on le voit à travers vos propos. Maintien à domicile, on pourrait penser que c'est quelque chose de finalement très simple. La personne reste chez elle, mais en fait, ça fait appel à un panorama de politique publique qui est assez impressionnant. Vous avez évoqué les politiques de décentralisation, la politique de l'emploi et du travail, mais on est aussi sur la politique du logement avec MaPrimeAdapt'. Là, on vient de lancer une expérimentation pour mettre en place des services dans des quartiers prioritaires politiques de la ville qui peuvent être des résidences autonomie de fait pour favoriser le maintien à domicile de ces personnes, éviter qu'elles n'aient à déménager en EHPAD. On va être sur des politiques de prévention en santé avec la généralisation d'ICOP ou en tout cas d'un programme de détection des fragilités précoces dans la loi. On est sur des politiques de coordination de soins extrêmement importantes, que ce soit les services infirmiers qui interviennent au domicile des gens, les médecins libéraux, les professionnels de santé libéraux, les professionnels également hospitaliers. Et donc, on a un besoin de coordination extrêmement important. La valorisation des métiers, la prise en charge des aidants. On va avoir également des aspects en termes nutritionnels pour que les personnes puissent bénéficier de portage de repas comme le font les collectivités territoriales. Et puis après, il va y avoir la solvabilisation et l'accès aux droits. Donc on est face à une politique publique qui au fond est systémique, et c'est aussi à ça qu'ambitionne de répondre le service public départemental de l'autonomie en facilitant l'accès aux droits, l'accueil, l'information, la prévention, l'orientation des personnes âgées. Donc voilà, on a l'impression qu'on est sur une politique finalement assez simple, mais en fait qui est très complexe, très systémique, qui mobilise de nombreux acteurs et donc qui nécessite beaucoup de coordination. Et pour revenir rapidement sur le SPDA, il y aura une conférence demain, une table ronde sur ce sujet, demain, que j'aurai le plaisir d'animer demain ici même, je crois que c'est à 10h ou à 11h, je ne sais plus, mais je crois que c'est plutôt 10h. Alors, le temps passe très vite. Avant de vous donner la parole à chacun pour conclure un petit peu cette table ronde, il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués, comme les aidants notamment. Julie Letel, vous vouliez réagir également? Oui, non, je voulais réagir par rapport à ce que disait monsieur, parce qu'effectivement, je ne peux que corroborer l'alerte qu'il a pu lancer, mais également vous apporter un complément d'information concernant l'emploi direct. Parce que si, en tant que fédération, on peut œuvrer au quotidien pour simplifier au maximum la relation de travail, la rendre attractive. On a lancé la plateforme France Emploi à domicile, d'ailleurs, pour laquelle nous avons un stand. Il n'empêche que les pouvoirs publics doivent agir. Monsieur le disait, la loi dite Bienveillir, le projet de loi de finances, le domicile n'y est pas dans ces deux contributions. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ce besoin primordial de financement. Vous parliez des craintes sur le crédit d'impôt. Aujourd'hui, nous savons que lorsque le crédit d'impôt immédiat a pu être mis en place, c'est 30 points de travail dissimulé en moins qui a pu être constaté en 30 ans, ce qui est absolument phénoménal. On pointe du doigt le montant du crédit d'impôt. On a pu faire cette analyse que lorsque l'État verse 1 euro au titre du crédit d'impôt, c'est 80 centimes qui est reversé au titre des différentes cotisations sociales. Donc il faut faire extrêmement attention à ces chiffres-là. Et si l'on touche aujourd'hui aux finances et donc à ce crédit d'impôt, c'est potentiellement 3 300 000 particuliers employeurs qui emploient 1 200 000 salariés des particuliers employeurs qui peuvent être impactés et qui potentiellement verront peut-être leur travail cesser, leur nombre d'heures diminuer ou alors même commencer à travailler. Alors nous, on appelle ça le travail au gris. Donc, vous aurez quelques heures déclarées seulement sur l'intégralité. On parlait tout à l'heure de l'APA. Attention,
pour l'emploi direct, nous n'avons pas encore de tarif plancher de l'allocation pour personnes en perte d'autonomie. Et c'est vrai que je vous faisais part tout à l'heure de ce projet de loi transpartisane. C'est un élément que nous prenons. Voilà, je pensais que c'était important aussi que vous ayez cet éclairage pour l'emploi direct. Et nous vous en remercions. Alors le temps passe très vite. En gros, il nous reste 5 minutes. Ça veut dire en gros 1 minute pour chacun de vous pour conclure. C'est rapide, je suis désolé. Mais voilà, le temps nous est imparti. Remus Diaconescu, on commence avec vous au nom de la FEDESAP peut-être. Votre vision de l'avenir des services à domicile aujourd'hui, quelle est-elle à la FEDESAP ? Écoutez, elle est positive, mais elle est positive parce que je pense qu'à la FEDESAP, on a un naturel positif. 87% des Français souhaitent rester à domicile et qu'on s'engagera corps et âme pour leur permettre de rester à domicile. Maintenant, je pense que les difficultés sont énormes. En matière de valorisation, on en a parlé tout à l'heure, les défis sont nombreux et on appelle de nos voeux à une réflexion globale et générale. Et comme le disait Hugues Widor, je pense qu'on n'y est pas encore. On est focalisé aujourd'hui sur des économies, sur des problèmes budgétaires qu'on comprend parfaitement et qu'il ne faut certainement pas mettre de côté. Mais on appelle de nos voeux une loi globale sur ce sujet qui sera certainement la seule façon de résoudre l'équation domiciliaire et de nous permettre d'avoir les moyens de permettre aux 87% des Français de rester à domicile comme ils le souhaitent. Hugues Widor, au nom de l'ADEDOM et de l'UDES également, en 1 minute, pour conclure votre vision. Oui, écoutez, je vais dire une chose, ne lâchons rien. C'est-à-dire qu'on garde notre enthousiasme, malgré tous les vents contraires. Notre ambition, elle est là, c'est servir au mieux ceux qui veulent rester à domicile. Et donc pour ça, on a besoin d'un engagement sociétal fort, on a besoin d'une loi cadre, on a besoin d'un partage avec les Français, parce que ça doit être fait au nom de la solidarité nationale pour s'occuper des plus faibles d'entre nous. Et je vais citer quelque chose, c'est la façon dont une société traite les plus vulnérables est toujours la mesure de son humanité. Merci beaucoup. Armelle Tilly, on continue le combat au Conseil départemental des Hauts-de-Seine, bien évidemment. Oui, donc je suis solidaire de tout ce que vous dites, bien évidemment, avec ces points d'interrogation qui sont quelquefois très anxiogènes. Mais il y a aussi, effectivement, des opportunités qui nous sont proposées. Et je crains aussi que... Vous parliez des départements, effectivement c'est très difficile aujourd'hui la conjoncture des départements avec ces DMTO, ces recettes qui ne font que diminuer et des dépenses qui ne font qu'augmenter et pas que dans les services, je dirais, du virage domiciliaire. Donc il y a vraiment une inquiétude. Ceci étant, en ce qui concerne le virage domiciliaire, je remercie notamment l'État, notamment sur le service public départemental de l'autonomie, qui va être une occasion, effectivement, avec ce cahier des charges national qui va être édité là, au 1er janvier 2025, de manière à donner l'opportunité à tous les départements de rentrer dans ce bateau de la restructuration totale, cet écosystème qui est en train de changer, de se bouleverser radicalement, mais surtout d'accompagner au mieux ce changement en évitant la casse. Nous, en tant que département, nous souhaitons que l'offre que nous proposons, ce soit une offre pour tous. Bien évidemment, c'est une offre publique. Et donc là, nous y tenons énormément de manière à ce que, effectivement, il n'y ait pas de grosses sociétés privées qui viennent prendre ce secteur, ce qui me semblerait quelquefois peut-être un peu inquiétant. Donc nous nous battons tous ensemble et c'est comme ça que nous y arriverons, bien évidemment. Privé, public, etc., associatif. Merci beaucoup, Julie. Et l'hôtel, il reste 2 minutes, donc en 1 minute, si vous pouvez conclure pour extrêmement pour la synthétiquement, effectivement. Donc un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2050. On aura 3 fois plus de personnes qui auront 85 ans à l'horizon 2030. J'ai envie de vous dire, l'avenir et la jeunesse et l'avenir, nous le savons. Maintenant, c'est les seniors qui sont notre avenir. Nous n'avons pas d'autre choix. Il faut que nous travaillions en bonne coordination, en bonne concertation, mais en écoutant tous les acteurs et que nous soyons solidaires parce qu'effectivement, c'est un défi majeur et nous devons tous être contributeurs. Voilà, et on les remet, vous l'avez dit, au centre de la décision, bien évidemment. Arnaud Flancard, on a démarré avec vous, on termine également avec vous au nom des GCS. Oui, j'ai entendu ce qu'ont dit tous les intervenants. Pour vous dire qu'à la place qui est la nôtre, vous pouvez compter sur nous pour continuer à accompagner le bien vieillir à domicile plus longtemps et en meilleure santé. C'est ça qui est essentiel et c'est aussi une bonne raison d'espérer. Merci beaucoup, merci à tous les 5. On peut les applaudir.
Merci de votre présence. Ne bougez pas, on va continuer tout de suite avec un nouveau grand rendez-vous, une nouvelle table ronde qui suit sur le thème de la Silver Economy, une opportunité pour le Made in France, point d'interrogation. Je laisse mon micro à mon ami Richard dans quelques instants. Merci à vous.